quand les dirigeants sénégalais sont venus me solliciter, et je leur avais donné ma parole que je ne jouerais que pour le Sénégal. Qu'il est hors de question pour moi de jouer pour la France, et qu'il est hors de question pour moi de jouer pour la Belgique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le duel, on a un grand invité. Quelqu'un qu'on ne présente plus. Il a plus de 300 matchs en pro, dont plus de 35 avec l'équipe nationale du Sénégal. Il a été champion de Belgique, il a gagné la Coupe de France, vice-champion d'Afrique, quart de finaliste de Coupe du Monde. Monsieur Khalilou Fadiga. Enchanté, comment vas-tu? Bien, merci, et toi? Ça va tout. Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Je pense que d'abord, avant de commencer, on va te... Qu'est-ce que tu fais actuellement Alors, actuellement, j'ai des parts dans une société, puis ensuite je suis aussi PDG d'une autre société qui est dans le trading. Et à part ça, ça fait déjà de nombreuses années que je suis consultant pour certaines chaînes de télé en Belgique. Et je l'étais d'abord pour beIN Sport à l'époque, qui s'appelait Al Jazeera Riyadiyya, Al Jazeera Sport. Et puis ensuite, c'est devenu beIN Sport. Consultant pour différentes chaînes de télé, Proximus TV en Belgique, la RTBF. Ça, c'est les petites choses. Et puis ensuite, je suis membre de la commission technique et développement de la Confédération africaine de football, la CAF. Ça fait déjà maintenant ma 9e année. Super. Je fais partie des FIFA Légendes. J'ai aussi tablé sur les lois du jeu avec l'IFAB, sur tout ce qui est la vidéo assistance et tout ça. Et puis, j'ai eu mon bac, j'ai ensuite j'ai passé mon diplôme d'agent aussi il y a quelques années cela, mais je n'exerce pas dans ce domaine-là. D'accord. Et puis dernièrement, j'ai été diplômé en droit en économie. Excellent. Excellent. On te félicite d'ailleurs. Merci. Toutes nos félicitations. Merci. Du coup, on va retracer un peu ta carrière. Tu t'intègres très tôt un club. À 12 ans, si je ne me trompe pas, tu intègres le PSG. Avant ça, je joue d'abord dans mon quartier. Moi, je suis un Parisien. D'accord. Je suis du 75 018. Ok. De Paris. Paris, la Goutte d'Or, Paris Barbès. Et mon père était boire à la ville de Paris, ma mère femme de ménage à Tati Barbès, donc on habitait à la Goutte d'Or. D'accord. Et donc il y avait un club qui s'appelait les Enfants de la Goutte d'Or, que je salue. Sans eux, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Tout a commencé là, et puis ensuite j'ai été transféré au PSG. Super. Enfin, transféré. Je suis parti au PSG, parce que c'était à l'âge de 12 ans. Puis je suis resté un an là-bas, puis je suis revenu aux Enfants de la Goutte d'Or. Des Enfants de la Goutte d'Or, j'ai intégré par la suite à l'âge de 16 ans, à 15 ans, quelques mois, j'ai intégré le centre de formation de Red Star, Paris, toujours Paris, qui est dans le 93, là où Habib Beye est coach actuellement. Oui. Voilà. À l'époque, c'était une des grandes équipes en deuxième division. Donc j'étais très jeune pour intégrer l'équipe première, donc j'étais juste au centre de formation. D'accord. Déjà une bonne chose. Et donc voilà quoi, le tout a commencé. Parfait. Mais je n'étais pas professionnel, hein, j'étais centre de formation. D'accord, super. Et donc, si je ne me trompe pas, après ça, en parallèle, tu continues tes études jusqu'à l'obtention de ton bac. Ouais. Et c'est à partir de là que tes parents te laissent vraiment aller à fond dans le football. C'est ça. Et c'est Eric Garès qui va venir te chercher pour te ramener en Belgique, si je ne me trompe pas. Voilà, en fait, moi, mon père était, à mon avis, d'abord un grand monsieur, un très très grand monsieur. Et donc mon père m'a dit, écoute, le football c'est bien, mais je pense que ça serait bien que tu aies ton bac. Donc j'ai obtenu mon bac à l'âge de 18 ans. Et puis ensuite, il m'a autorisé à pouvoir partir en devenir footballeur professionnel. D'accord. Et donc de là, je suis devenu à 18 ans footballeur professionnel. Et effectivement, c'est Gaës qui m'a vu lors d'un tournoi qu'on a eu contre son équipe qui était venue au Red Star pour un tournoi indoor. Et là, il m'a vu, il m'a dit que je pouvais venir en Belgique et je serais sûr de signer un professionnel avec lui. Au lieu de rester encore au centre de formation, parce que le centre de formation trouvait que j'étais encore jeune. Effectivement, j'avais 18 ans. C'était jeune à l'époque pour le niveau avec les gars de 30 ans, 32 ans qui étaient là. La France, connaissant le niveau de la France, donc je suis parti à Liège. Et à Liège, j'ai signé professionnel à l'âge de 18 ans avec Gareth. Parfait. Voilà. Parfait. Du coup, tu fais Liège, après tu fais Lommel.
Et ensuite, tu rejoins encore Guéret, si je ne me trompe pas, au Club Bruges. C'est ça. Guéret me fait signer à Liège. Lui, dans la foulée, quelques mois après, il part dans un meilleur club que le FC Liège. On était quand même beaucoup d'anciens, de vieux joueurs qui étaient presque sur la fin de leur carrière. D'accord. Donc je faisais partie des plus jeunes, voire le plus jeune, je pense, avec un autre gars, Christophe Quinet et Eric Deflandre. Et Guéret part dans une autre équipe, puis ensuite, moi je pars à Lommel, et puis ensuite, 2 ans après, Guéret signe au Club Bruges, et je pense une semaine, 2 semaines après, à peine, qu'il a signé, il me demande de le rejoindre au Club Bruges. D'accord. Donc c'est comme ça que je suis parti retrouver encore Eric Guéret au Club Bruges. Au Club Bruges, ok, super. Et lors de ta première saison là-bas à Bruges, ça se passe très bien. Vous gagnez le championnat. Vous êtes finaliste en Coupe de Belgique et tu as découvert aussi la même année la Coupe d'Europe. Vous avez joué la Coupe de l'UEFA, qui est l'Europa League actuellement. Tu marques même, si je ne me trompe pas, contre le Beitar Jérusalem à l'époque. Et vous êtes éliminé en 16e, si je ne me trompe pas, contre Bochum. Contre Bochum, ouais. On est éliminé contre Bochum. Mais l'équipe de Bochum qui était dans le haut de l'affiche à l'époque. Donc les périodes sont pas les mêmes. Oui, les périodes sont pas les mêmes. Pour certaines personnes, les équipes peuvent leur sembler un peu mais à l'époque, ces équipes étaient des cadors du championnat européen. Donc ouais, on est parti effectivement avec Guéret jusqu'en finale. Mais j'ai passé pas 4 ans, parce qu'à la 4e année, je suis parti de Bruges, mais pendant mes 3 années et 3 matchs de championnat que j'ai avec le Club Bruges, qui ont été des années exceptionnelles pour moi. Ou d'ailleurs, je pense que jusqu'à présent, les supporters de Bruges disent que j'étais un des meilleurs joueurs, voire le meilleur joueur qui a évolué avec les Blauenzwart, comme on les surnomme. Et donc, c'était vraiment de très très belles années que j'ai eu à passer avec le Club Bruges avant de quitter là-bas. À l'époque, tu aurais pu avoir l'opportunité de jouer, que ce soit pour la Belgique, ou pour la France, mais tu fais partie je dirais, le premier expatrié qui est venu directement vers Sénégal avec ses propres moyens pour représenter le pays. Ouais, à l'époque, moi, j'étais encore à Lommel quand les dirigeants sénégalais sont venus me solliciter, et je leur avais donné ma parole que je ne jouerais que pour le Sénégal. Qu'il est hors de question pour moi de jouer pour la France. Et qu'il est hors de question pour moi de jouer pour la Belgique. Que je suis sénégalais, fier de l'être, et que toute ma vie je serai sénégalais et fier de représenter le drapeau. Même si effectivement j'étais à une certaine époque franco-sénégalais, et que maintenant je suis belgo-sénégalais puisque j'ai les 2 passeports. Mais non, pour moi il est hors de question que je joue pour une autre nation que celui de mes parents, de mes grands-parents, de mes ancêtres. Donc ouais, j'ai payé mes propres billets pour venir jouer pour l'équipe nationale du Sénégal. Je laissais mes primes de match pour les joueurs locaux, parce qu'on en avait beaucoup de joueurs locaux. Et donc pour moi c'était une logique, quoi. Je me voyais pas repartir avec des primes ou réclamer certaines choses. Je pense qu'une équipe nationale, en fait, on ne vient pas, enfin mon humble avis, je n'ai jamais vu qui que ce soit s'enrichir. Après, bien sûr, il y a les primes et tout ça qui vont avec, mais sur le début comme ça, la fédération n'avait pas tellement de moyens, et pour moi c'était un devoir que de donner encore un peu plus ma contribution à mon pays. Et je pense que c'est très important, parce que comme tu as dit tout à l'heure, les époques, elles sont pas les mêmes. Actuellement, pour nous, c'est exceptionnel de voir un joueur local en équipe nationale. À l'époque, c'était plutôt le contraire. On ne s'imaginait pas voir un expatrié venir jouer pour le Sénégal. Tout à fait. Franchement, c'était super. Donc, tu joues ton premier match contre le Maroc. Si. Au Maroc, si je ne me trompe pas. Au Maroc, oui. Ouais. Au Maroc. Et quelques mois plus tard, tu fais ta première compétition, la CAN, au Nigeria. Le Sénégal était déjà qualifié. Hein. Oui, il y a le match, c'était un match amical qui se déroulait là. Et puis, je suis arrivé par mes propres moyens. Puis ensuite, je suis arrivé, je ne sais plus, j'ai atterri. De là, une voiture, j'étais avec d'autres dirigeants, on était un petit peu serrés dans la voiture pour partir retrouver l'équipe nationale. De là, il y a eu des gars qui ont été vraiment avenants avec moi quand je suis arrivé en équipe nationale, et je les remercierai jamais, cette génération 2000,
parce que tout a commencé avec eux. Si la génération 2002, elle était là, c'est parce que la génération 2000 a été d'abord la rampe de lancement de cette nouvelle génération-là. Et je ne pourrais, moi, personnellement, pour les avoir côtoyés, pour avoir vu la manière dont ils m'ont accueilli, la manière dont ils m'ont traité, la bienveillance qu'ils ont eue à mon égard, la gentillesse, la compréhension, qu'effectivement, peut-être je suis sénégalais, mais que j'ai grandi à Paris, je suis parisien, que les mentalités diffèrent, les attitudes sont peut-être un peu différentes, ils ont accepté qui j'étais, et sans aucun jugement, sans aucun préjugé, et ça m'a vraiment fait vraiment chaud au cœur. Et ça m'a encore plus motivé, justement, pour revenir encore jouer, continuer à jouer pour mon équipe. Super, super. Du coup, après, vous faites une très belle CAN. Tu fais une très belle CAN aussi. tu marques en quart de finale d'ailleurs contre le Nigeria. Comment tu vis cette expérience de la première CAN? En fait, quand tu as l'habitude d'être à un certain niveau de professionnalisme et que tu arrives, tu vois les manquements, mais tu t'adaptes. Parce que comme je le disais tout à l'heure, la seule chose, moi, qui m'honorait, c'était ma fierté, c'était de porter le maillot. Après, c'est vrai que quand on regarde au niveau professionnel, la nourriture, c'était pas tout à fait ça. Les boissons de récupération, l'hydratation, c'était pas tout à fait ça. Comment ça s'appelle, la logistique, c'était pas tout à fait ça. Il y avait beaucoup de trucs, mais comme je dis, on était tous réunis, on était tous unis sous la même bannière parce qu'on voulait redéfendre notre pays. Après, toutes ces choses-là deviennent des détails quand il y a le moteur qui est la passion, la fierté et le drapeau national. Donc ouais, mais c'est vrai que ça a été très compliqué, le Nigeria-Ghana de 2000 et même par la suite, 2001, 2002, ça a été aussi, au début ça a été aussi un petit peu compliqué. Mais 2000 c'était vraiment très compliqué. Mais pour moi c'était un des meilleurs moments de ma carrière internationale. Ouais. Parce que voilà quoi, parce que c'était, en fait, on s'en moquait un peu de tout ce qui était matériel, tout ça. Le plus important pour nous, c'était de jouer et de gagner. Et comme ce que tu as dit, je pense que c'est ce qui a vraiment lancé la génération de 2002 après. Oui. Sûr et certain. Ok. Au retour de la CAN, tu finis la saison avec Bruges. Tu démarres la saison qui suit avec Bruges. Tu fais un excellent début de saison. Et après, il y a l'AG Auxerre qui vient te chercher pour... Ouais, il y avait plusieurs équipes à l'époque, parce que je suis un de mes meilleurs amis, Pascal Finduno, me fatiguait avec Bordeaux. Donc Bordeaux me demandait, il y avait d'autres équipes qui me sollicitaient, mais à l'époque, paix à son âme, Pape Diouf, qui était mon agent, m'a conseillé d'aller à Auxerre. Et ce qui m'a le plus choqué, ce qui m'a le plus interpellé, c'est que Giroud fasse lui-même le déplacement, ce que d'autres clubs n'ont pas fait. Lui a fait le déplacement. Comme Gerrits avait fait le déplacement, c'est des choses qui me marquent. Parce que c'est l'individu qui est mis en avant, c'est le respect de la personne que je suis qui est mis en avant. Et donc Giroud était venu à Bruges me voir et me dire tout simplement que j'allais signer à Auxerre. Alors je lui avais demandé, et mon avis il compte? Il m'a dit non, que mon avis ne comptait pas, et que c'était lui qui décidait que j'allais jouer à Auxerre et qu'il allait baser son équipe sur moi. D'accord. Donc voilà comment j'ai atterri à Auxerre, avec bien sûr la parole donnée. J'avais donné ma parole que je signerais pour Auxerre, comme j'avais fait pour l'équipe nationale, comme j'avais fait pour... Et homme de parole, j'ai dit que je viendrais à Auxerre, donc j'ai signé à Auxerre avec Pape Diouf et Thierno Saïdi. D'accord. Et pendant la même période de tes débuts à Auxerre, vous commencez ce qu'on peut appeler l'épopée 2002. C'est ça. Avec les qualifications, si je ne me trompe pas, vous étiez dans la poule du Maroc, l'Algérie, l'Égypte, la Namibie. C'est ça. C'était la poule de la mort à l'époque. Et personne ne pouvait penser à l'époque que le Sénégal avait une chance de se qualifier au mondial. Et moi, ce que je voulais savoir, est-ce que vous, en interne, vous y avez cru dès le départ, ou bien c'est en cours de route que c'est venu, vous dites qu'il y a moyen de faire quelque chose? Ah non, nous, on y a cru dès le départ. Quand on s'est donné, quand on a eu notre réunion, à Paris,
On avait programmé une réunion à Paris, je me rappelle, c'était, je sais plus quel restaurant. Donc on s'était donné rendez-vous tous là, et on s'est dit que en y mettant tous les moyens, si on se pointait tous les Sénégalais, qu'on aurait la possibilité de se qualifier et d'amener notre équipe nationale en Coupe du Monde. Donc dès le départ, on y a cru. La preuve en est, c'est nous qui payons à l'époque pour qu'on tombe de la pelouse du stade Léopold Sédar Senghor. C'est nous qui payons nos t-shirts pour nos entraînements. On payait les survêtements, les machins. Donc il y a eu ça a commencé très tôt, hein. Ça a commencé très tôt. Et on a pris conscience que c'était à nous d'apporter et que c'était pas notre pays qui devait nous venir nous solliciter. C'était à nous d'apporter notre plus. Moi, j'étais déjà là. Donc les gars ont adhéré aussi à ça. Et ça nous a permis. Effectivement, il y a au début peut-être certaines personnes qui étaient réticentes au niveau de la génération 2002 pour venir. Mais finalement, je pense que le discours qu'on leur a tenu, en tout cas moi et puis peut-être d'autres anciens, c'était voilà quoi, c'était normal. Après, comme je dis, il y a des joueurs qui avaient qu'une nationalité, donc pour eux c'était évident. Après, peut-être qu'il y avait d'autres joueurs qui avaient une double nationalité, et pour eux c'était un peu plus, ils avaient peut-être espoir de jouer pour une autre équipe, mais finalement on a réussi à les convaincre, et ils se sont eux-mêmes convaincus que le Sénégal était le pays lequel ils devaient représenter, parce que ce que le Sénégal nous donne, aucun autre pays pouvait le donner. D'accord. Du coup, le 21 juillet 2001, le Sénégal bat la Namibie à Windhoek 5-0, et pour la première fois de l'histoire, on se qualifie au mondial. Ouais, pour la première fois. Pour la première fois. Ensuite, le rêve il continue. La Coupe d'Afrique au Mali. Première fois que le Sénégal arrive en finale. Malheureusement, on perd au tir au but. Comment vous le vivez en interne? Moi, très mal. Je pense que jusqu'à présent, je le vis très mal. Je suis content. C'est pour ça que je pense que les gens ont pu apercevoir peut-être mes yeux un peu rougeâtres quand on gagne la Coupe d'Afrique avec Sadio. Ah, c'est vrai, on s'est vu à la finale. Ouais, on s'est vu à la finale. Je pense que la photo a fait le tour de la terre. Là où Sadio et moi on s'enlace. Très mal cette finale. Je l'ai vécu très mal parce qu'on était supérieur aux Camerounais dans le jeu. On a manqué peut-être de réussite à un certain moment. On a été au mauvais moment, au mauvais endroit à certains moments. Mais ouais, je l'ai très mal vécu. Et puis ensuite, c'est vrai que au tir au but, je crois que c'est Ferdinand et moi qui marquent. Enfin, Ferdinand qui marque. Ensuite, il y a moi, je marque mon penalty. Et puis, si je ne me trompe pas, il y a El Hadj Diouf qui rate. Après, il y a Amdi Faye qui rate le cadre, ouais. Après, tu as Amdi Faye. Non, le gardien, c'est un arrêt. Quand c'est dans le cadre, c'est un arrêt du gardien. Oui, c'est vrai. C'est différent. C'est différent, exactement. Aliou Cissé qui cadre. Et un arrêt du gardien. Un arrêt du gardien, exactement. Exactement. Et El Hadj qui rate le cadre. Donc là, c'est un raté. Mais c'est voilà. Et Ferdinand qui marque et moi qui marque. Et donc nous deux qui marquons. Et on perd 3-2, je pense, c'est ça. 3-2 contre. Parce qu'il y a Tony qui arrête le dernier penalty camerounais. Du coup, après, à lui, il a la balle pour nous amener et puis malheureusement, un arrêt du gardien. Ouais, mais ça fait partie des je pense. Est-ce que ce n'est pas la plus grande déception de ma carrière? Moi, je pense que si. D'accord. C'est la plus grosse. D'accord. C'est la plus grosse tristesse de ma carrière. Après ça, avec la Géoxia, vous vous qualifiez à la Ligue des Champions. Après, il y a la Coupe du Monde. Vous faites aussi. Pour moi, cette Coupe du Monde, elle m'a procuré plus d'émotions que. Ça va paraître bizarre, mais que la Coupe d'Afrique qu'on a gagnée. Cette Coupe du Monde, franchement, pour moi, c'est l'un des meilleurs moments de ma vie. Je vais toujours m'en rappeler. Vous, comment ça s'est passé en interne? Vous preniez le match? Bizarrement, je pense que il y a beaucoup de gens qui pensent comme toi. C'est incroyable quand même que beaucoup de gens restent quand même toujours bloqués sur la génération 2002. Et comme je dis, moi, je n'aime pas les comparaisons. Et les comparaisons n'ont pas lieu d'être.
Mais après, je dis, c'est différentes époques où à l'époque, effectivement, il n'y avait pas de portable, où les gens allaient acheter leurs photos, où les gens allaient acheter leurs maillots, allaient acheter ci, allaient acheter les boîtes d'allumettes, allaient acheter les livres, les trucs. Donc, on faisait partie entière de cette période. On était dans chaque maison, en fait. Exactement. On était dans chaque maison. Là, à l'inverse, peut-être on est dans chaque maison. La génération actuelle, elle est peut-être la maison via le portable. Mais nous, on était dans les murs des chambres. On était là, tu te réveillais, tu nous voyais, tu dormais, tu nous voyais. Donc, c'est vrai que c'est complètement différent. On était, voilà. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés encore sans ça. Et puis surtout, c'est le début de tout, parce qu'il n'y avait rien. On avait vraiment cette envie de bien faire, de représenter. Et c'était vrai que c'était cette Coupe du Monde. Pour moi, elle a été extraordinaire dans tous les sens du terme, parce qu'on a secoué un petit peu tous ces préjugés-là. On a secoué un petit peu tous ces grands monsieur du football. Qui ont eu des préjugés et qui ne nous connaissaient même pas en fait, qui n'ont pas eu le temps de regarder qui nous sommes, pas seulement dans le football ou quoi que ce soit, mais de voir effectivement qui sont ces personnes, de nous considérer en fait, ça peut sembler brutal de dire ça, mais de nous considérer comme des footballeurs. Et je pense que certains d'entre eux, et beaucoup d'entre eux, ne nous ont pas considérés comme des footballeurs alors qu'on était finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations, qu'on a perdu qu'au tir au but, par des concours de circonstances. Nous avons trouvé que c'était très irrespectueux. Et moi, encore plus, parce qu'on se connaissait tous, nous tous. Les Thierry Henry, les Djibril Cissé. Djibril a toujours été quelqu'un de très correct, très poli. Et il leur a dit, attention, parce que, voilà, Fadiga, je le connais, je joue avec lui. Abdifa, il est là, je les connais. La plupart d'entre eux ont fait centre de formation on a fait tous ces centres de formation ensemble. Donc, mais on a senti de leurs dirigeants un total manque de respect, et où les joueurs, j'ai eu l'impression, ont adhéré un petit peu à ce manque de respect quand on a pu entendre ce que disait Marcel Desailly ou Delisa Razou. Donc voilà, quoi, je trouve ça un petit peu... Mais voilà, les choses ont été remises à leur place. Et puis, parce que je me rappelle même la veille du match, habituellement, les équipes ont pour habitude d'aller s'entraîner sur le stade où va se dérouler le match le lendemain. Et la France ne l'avait pas fait. Non, la veille, ils ne l'ont pas fait. C'est nous qui l'avons fait. Nous, on avait fait une mise en place avec Paix à son âme, avec Bruno, Tonton Boc, Mansour Wade, et toutes les personnes qui étaient avec nous, Pape Bouba, tout le monde qui nous ont malheureusement quittés. Il y avait cette symbiose en fait dans cette équipe, les femmes, les enfants, nos dirigeants. En fait, on formait vraiment une famille. On formait vraiment une famille. Jusqu'aux journalistes, jusqu'aux journalistes qui étaient devenus des gens avec qui on s'asseyait, boire le thé, échanger, rigoler. Ah, les époques, effectivement, comme je dis, ne sont pas les mêmes. Et donc voilà, quoi. Mais c'était des moments extraordinaires. Mais les Français, effectivement, pas que, je pense, nous ont manqué de respect, mais par la suite, les autres se sont rendus compte de ce qu'on a fait. Et je pense que c'est là la gifle que tous les autres ont pris. C'est qu'on a battu la France, lors du premier match, et que par la suite ils se sont dit waouh, donc c'est comme ça qu'elle joue cette équipe. Et là les gars ont commencé à prendre conscience des qualités techniques, tactiques et athlétiques du Sénégal. Et puis surtout ça. Le mental. Je pense que c'est très important. Le mental. C'est très important. On était inébranlable. On était fort, mentalement très très fort. Moi, j'ai pour habitude de dire, c'est cette génération de 2002 qui a fait la génération actuelle. Parce que la plupart, ils étaient jeunes à l'époque et ils ont découvert le foot à travers cette génération de 2002 qui leur a donné l'amour pour le football. Et je dis souvent que l'effectif qu'on a actuellement, s'ils avaient la même mentalité que la génération de 2002, je pense qu'on aurait fait même mieux que l'Égypte. On aurait pu gagner 4, 5, voire 6 Coupes d'Afrique d'affilée. Écoute, que Dieu te donne raison, je l'espère. Après, comme je dis, je ne veux pas
faire de comparaison ou de jugement. La nouvelle génération a énormément de qualité, de potentiel. Après, comme je dis, nous, à l'époque, on n'avait rien. Mais il y a quelque chose qu'on ne pouvait pas nous enlever, c'est la technique de l'âge, de Moussa, de Maktar, peut-être de moi. La vitesse d'Henri, de Mamadou Niang, même s'il n'était pas venu alors qu'il était un petit peu avec nous. La puissance des gars comme Pape Bouba, Salif, Aliou Cissé. C'était exceptionnel. Tony Mario Silva, qui était le meilleur gardien d'Afrique. Non, on avait Lamine Diatta et tous les gars. On avait une belle équipe. On avait une belle équipe. Très belle équipe. Le banc était composé de joueurs extrêmement talentueux, de Papsa. Et tout ça, c'était Habib Bey. Ah ouais, Habib Bey, tout le monde, Alassane. Non, c'était fort. Ouais, non, franchement, c'est une très belle génération. Très Très fort. belle génération. Très fort. Et sur toutes les lignes. Ouais. Mais c'est ça, là. Qui fait la différence. Ça fait la différence. Ça fait la différence. C'est incroyable. Incroyable. Du coup, vous faites quart de finale de Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde, tu reviens à Auxerre, tu découvres la Ligue des Champions. Vous faites un beau parcours. Vous faites un beau parcours en Ligue des Champions. Ouais. Vous êtes dans la poule de Arsenal, du Borussia Dortmund et du PSV Eindhoven. Vous finissez 3e, après vous allez en Coupe de l'UEFA. Tu fais un beau parcours aussi en Ligue des Champions, avec notamment ce fameux but à Highbury contre Arsenal, la grosse équipe, ouais. Et puis je pense que c'était le dernier match à Highbury. Oui. Je pense que c'était le dernier match à Highbury, donc on les bat là-bas avec un but de Capo et de moi. Et en fait, moi, la Coupe du Monde, après la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, pardon, en fait, je donne ma parole à Pape Diouf et à l'époque Issa Traoré, qui travaillait pour Pape Diouf en Italie, m'avait appelé avec Etienne, je me rappelle Etienne Mendy, en me disant que l'Inter voulait. Et comme moi, j'étais un fan de l'Inter, j'ai dit, je donne ma parole à l'Inter, que je veux signer à l'Inter. Donc, je parle avec le président Moratti et tout le monde avant la Coupe du Monde. D'accord. Une semaine avant, je parle au moment où on est en stage au Japon. Donc, quand je reviens là, et même je pense qu'il y a une séquence à la Coupe du Monde où on est interviewé par TF1. On est tous en groupe comme ça, et puis il y a Diouf, et puis il y a Giroud qui est en direct sur la France, et Elage qui dit à Giroud, Kali a déjà signé pour l'Inter et tout ça. Et à peine l'émission coupée, Giroud qui m'appelle à toute vitesse, comment tu as pu signer? Je dis, mais j'ai rien signé. Je dis, j'ai rien signé, j'ai juste donné ma parole, et puis on verra lorsque vous me donnerez l'autorisation de partir. Et donc après ça, retour là-bas, en France, la Champions League et tout, et là directement, après qu'on ait terminé tout ça, Giroud m'avait donné sa parole, il a tenu sa parole, moi j'ai tenu la mienne aussi, donc j'ai été transféré à l'Inter. À l'Inter, c'est ça. À la fin de la saison, tu es transféré à l'Inter, et malheureusement, lors de la visite médicale, on voit les anomalies cardiaques. Et tachycardie ventriculaire. Comment tu vis ce coup de massue un peu? J'ai signé à l'Inter, puis je suis reparti en vacances, parce que j'étais en vacances. D'accord. Donc ils m'ont appelé, je suis parti, j'ai signé mon contrat avant de passer ma visite médicale. D'accord. Donc j'ai signé le contrat de 4 ans, avec une année d'option. Et donc l'Inter voulait tellement avoir qu'ils avaient même déjà commencé avec mon numéro 10, parce qu'ils avaient Morfeo qui était inscrit en tant que numéro 10 à l'Inter. Donc Morfeo a été transféré à Parme pour que moi pour que le numéro 10 puisse me revenir. D'accord. Donc quand je suis revenu à l'entraînement, on a fait l'entraînement 2 jours, 3 jours, et je pense que c'est après, parce que c'est la première fois qu'on s'entraînait avec des polars. Ils se sont rendus compte qu'il y avait effectivement une arythmie. Et j'ai dû repasser des batteries de tests qui ont confirmé effectivement que j'avais une tachycardie ventriculaire. Donc on m'a envoyé, Moratti a tout fait, tout ce qui était sa capacité, dans sa possibilité pour pouvoir justement me faire évoluer avec l'Inter, parce que ça faisait longtemps qu'il me voulait. Et donc ils se sont rendus compte que c'était pas possible, que c'était en fait en Italie c'est le comité olympique, c'est pas le docteur du club qui décide. D'accord. Donc le docteur du club vous fait juste passer les batteries de test, mais c'est un comité de médecins qui ne vous connaissent pas, qui n'ont rien à voir avec le club, qui décide, qui donne l'aval ou non. Et ils ont décidé que non, et donc mon contrat n'a pas pu être homologué. D'accord. Mais cela n'a pas empêché au président Moratti
de vraiment faire le maximum. Donc je suis resté presque un an sans jouer, un an. D'accord. De me payer 2 ans de contrat. Et de là, le contrat n'a pas été homologué. D'accord. Je pense que Eriksen, il a eu le même souci. Parce qu'après son opération, il a voulu reprendre en Italie. C'est ça. Et les règlements là-bas font que qu'il ne peut pas reprendre. Oui, qu'il ne peut pas reprendre là-bas. Voilà. Du coup, il a dû aller en Angleterre. C'est ça. D'accord. Du coup, après cela, tu vas à Bolton. C'est ça. Tu recommences à jouer et malheureusement, un nouveau coup du sort, tu te fais les ligaments croisés. Là où je pense que la plupart des personnes auraient arrêté, toi tu continues, tu reprends. Qu'est-ce qui t'a permis à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit que non, j'arrête pas, je continue? D'abord parce que je pense que j'ai des garanties des médecins, et pas n'importe lequel. Le professeur Bougada est connu et reconnu pour être un des meilleurs cardiologues au monde. Mais comme je dis d'abord, c'est pour moi d'abord une volonté d'Allah. Si ça avait été autre, c'est sûrement autre chose qui se serait passé. Et si je suis là, c'est parce que c'est d'abord la volonté du Tout-Puissant. Ensuite, j'ai eu, comme je le dis, la chance de rencontrer quelqu'un comme le professeur Bougada, qui m'a assuré et rassuré. Et de là, je pense que la troisième chose, c'était le mental. Je suis né avec un mental extrêmement fort, qui fait que je ne suis pas quelqu'un qui laisse tomber. En fait, je n'ai jamais abandonné quoi que ce soit. Et à partir de là, si j'ai eu les garanties de ce que moi je prenais comme un signe, j'ai tout fait pour continuer à jouer. Donc après ça, oui, il y a eu le ligament croisé, puis il y a eu le tendon d'Achille, il y a encore eu un autre tendon d'Achille. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à jouer au football et de continuer à me faire plaisir, en fait. Parce que c'est un plaisir. Le football, pour moi, c'est un plaisir, c'est une passion, c'est de l'amusement. Et donc voilà, de là, j'ai continué et je suis revenu encore plus fort. Ouais. Encore plus fort parce que en 2007 tu retournes en Belgique, tu signes à la Gantoise et tu fais une excellente saison. Tu ramènes l'équipe en finale de coupe si je ne me trompe pas. Tout le monde dit que tu as retrouvé ton niveau, d'autres disent que tu es meilleur et on recommence à te réclamer ici en équipe nationale du Sénégal d'ailleurs. La saison qui suit, tu reviens en équipe nationale et tu assistes contre le Libéria d'abord. Oui, contre le Libéria d'abord. Et pendant cette même période, tu assistes au fameux match contre la Gambie. On se fait éliminer ici à Léopold Sédar Senghor en faisant le match nul. Comment tu le vis toi personnellement et comment c'est vécu en interne au sein de l'équipe nationale? Mal pour un club de fin. Vraiment. Très très mal. Je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées à cette période-là, qui font qu'on n'a pas pu commencer ce match d'une manière sereine. Ça a été, comme fin, ça a été douloureux pour moi, parce que le début et le pendant a été tellement magnifique que j'imaginais mon club de fin d'une autre manière. Après, le peuple ne m'en voulait pas à moi, au contraire, loin de là. J'ai toujours eu le support de tout le peuple sénégalais, parce que je pense que c'est ça qui me motive et qui me rend encore plus fier, c'est qu'ils n'ont pas oublié que j'étais un des premiers qui suis venu, le premier qui est venu, que j'ai fait partie, que quoi qu'on dise dans le football sénégalais, on écrira le nom de Khalilou Fadiga. Dans mon rôle de meneur de jeu. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à avoir une fin aussi dramatique. En tout cas, je parle pour moi. Parce que je suis rentré par la grande porte. Je suis sorti, pour moi, par la grande porte, mais j'aurais voulu amener mon équipe à ce moment-là encore à une Coupe d'Afrique. Malheureusement, ça s'est passé autrement et je l'avoue, ça a été très 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 difficile. Ça a été très difficile pour moi parce que je suis quelqu'un qui n'aime pas la défaite. Je suis quelqu'un qui l'accepte.
qu'il accepte, mais je ne l'aime pas. Et je l'ai inculqué à mes enfants d'accepter, mais de ne pas aimer. De ne pas aimer la défaite. Et je n'aime pas la défaite. Je ne suis pas un défaitiste. Et ça m'a fait... ça a été douloureux, comme je le disais tout à l'heure pour la finale de Coupe d'Afrique. Je pense que c'est des moments qui ont été très compliqués. Très douloureux. Voilà. Mais Dieu merci, je pense qu'en équipe nationale, j'en ai eu que 3. La défaite, la finale perdue, le quart de finale, et puis bien sûr cette non-qualification sur la ligne droite de ma carrière internationale. D'accord. Par ça, je n'ai eu que du bonheur. Ok. Bon, d'abord, moi, personnellement, je pense que j'ai jamais eu à te le dire, mais moi, personnellement, je tenais à te remercier pour tout ce que tu as fait pour le football sénégalais. Merci. Là, j'ai voulu toujours te le dire parce que, franchement, honnêtement, là où on en est actuellement, sans vous, ça n'aurait pas été possible. Merci. Franchement, je tenais vraiment à te remercier pour ça. Donc, je te renvoie les remerciements parce que tu es quelqu'un de très très poli, très correct. Et moi, je suis quelqu'un qui tient énormément à ces valeurs-là. Et j'ai quelques petits frères ici, au Sénégal, en France, en Belgique, qui sont vraiment des garçons bien, et tu fais partie de ces jeunes frères que j'apprécie énormément. Merci raison beaucoup. pour laquelle d'ailleurs j'ai accepté Merci beaucoup. de faire ça, parce que tu es quelqu'un de bien. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Donc, comme on avait dit au début, récemment, tu as été diplômé d'un master en droit et économie à l'UEFA, si je ne me trompe pas. Et avant de parler de ça, déjà, à quel moment de ta carrière tu t'es dit, tu savais ce que tu voulais faire pour ta reconversion, pour après ta carrière? Non, en fait, non. Je pense que les choses viennent au fur et à mesure que... mais après, il faut préparer les ingrédients pour pouvoir cuisiner quelque chose de bon. Il faut des bons ingrédients. Mon père d'abord, qui m'a dit qu'il faut que je sois bachelier avant de devenir footballeur professionnel. Parce que j'aurais pu signer à 16 ans, 17 ans, je pense. Mais il fallait absolument que j'obtienne mon bac. Donc à partir de là, tu te dis, bah, tiens, tu as les facultés mentales, intellectuelles pour pouvoir justement te dire que bah, si demain ça s'arrête, tu as plusieurs cordes à ton arc qui te permettront justement de pouvoir rebondir ou de pouvoir justement voir un autre issue, avoir une autre voie. Et donc moi, à partir de là, je pense que j'ai pris conscience dès mon jeune âge que le football n'était pas tout. C'est très important. Le football n'était pas tout, le football n'est pas tout. Et de là, à partir de là, ben, ouais, j'ai commencé. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup la lecture. Je pense que ça, beaucoup de gens le disent d'ailleurs. Et là, j'ai pu. Les Omar Diallo se sont souvent moqués de moi avec mes bouquins. Je n'ai jamais joué à des, comment ça s'appelle, enfin aux cartes. Je fais semblant et tout ça, mais je ne suis pas très bien. Je suis pas très doué avec ça. PlayStation, je pense que c'est en Coupe d'Afrique où j'ai essayé un petit peu avec les gars parce que les gars truquaient, mais je prenais des rousses parce que j'étais vraiment mauvais. Je sais pas où est-ce qu'on accélère, où est-ce qu'on tire, où est-ce qu'on truc. Donc voilà, je n'ai jamais joué à toutes ces choses-là parce que je suis quelqu'un qui a d'autres hobbies dans la vie qui sont qui sont le jazz, qui sont la musique ancienne, les musiques anciennes sénégalaises, les Youssou N'Dour, les Omar Pène, les John Seck et tout ça. J'aime beaucoup le jazz, j'aime le blues, j'aime le rock, j'aime la lecture et j'aime toutes ces choses-là et qui font que je n'ai pas mis tous mes œufs dans le même panier. Je pense qu'on ne peut pas finir sans parler de l'actualité un peu entre guillemets. On vient de sortir d'une Coupe du Monde. Et qu'est-ce que tu penses de la prestation du Sénégal lors de cette Coupe du Monde-là? Elle est contrastée après, à partir du moment où pour moi on a fait une bonne Coupe du Monde. Après, quand je dis qu'elle est contrastée, c'est-à-dire que on perd contre des équipes qui sont plus peut-être d'une même qualité que nous et qui ont eu plus de réussite. Quand on perd contre les Pays-Bas, début du match, je pense que les Pays-Bas, on ne les voit pas. Ouais. Alors on a un manque de réussite. Ensuite, sur le dernier match, on perd contre l'Angleterre. Peut-être une ou deux
peu plus d'expérience dans une certaine zone du terrain nous aurait permis justement de bloquer peut-être le deuxième, voire le troisième but. Après, comme je dis, c'est des concours de circonstances qui souvent, de temps en temps, peuvent être en votre faveur, et de temps en temps en votre défaveur. Et là, je pense sur ces deux matchs-là, ouais. Après, le but de Kalidou Koulibaly contre l'Équateur, je pense que j'ai failli casser le stade. Hein, on a fait un bon parcours. Après, comme je dis, ça a été peut-être difficile sur 2 ou 3 petites erreurs qui nous ont pas permis de nous qualifier. Et espérons que les joueurs ils pourront apprendre cette compétition, utiliser ça comme expérience pour l'avenir. On perd pas, comme on disait, on perd pas en fait. Je pense que tous les jours est une leçon de vie. Exactement. Et donc voilà, c'est des expériences qui leur permettront de se bonifier, de grandir. Et puis, voilà, la plupart sont quand même jeunes. Hein. Super. La plupart sont quand même jeunes. Super. Ils ont encore le temps. Super. Bon, grand frère, merci beaucoup d'être venu dans le duel. Bonne continuation bonne chance pour la suite. Merci. Pour la continuation et merci. À bientôt. À très bientôt. Ok, allez. À très bientôt. Merci, Ibrahim. De rien.